Alors moi je me pose la question, quand je vois ce texte là dans le préambule du décret Berthoin, dans l'exposé des motifs, est-ce que il souhaite vraiment la massification? C'est un texte qui favorise la massification en unifiant les sixièmes, du moins le premier trimestre de sixième. C'est un texte qui favorise la massification, mais qui en même temps présente comme effrayante la perspective de lycées bientôt submergés par 1 million d'élèves. Est-ce qu'on en a vraiment envie? En fait, c'est un texte qui donne des gages un peu aux deux tendances, au pour et au contre, et on évite de trop trancher. Dans les faits, on tranche, puisque le décret a ouvert une brèche, mais enfin, on essaie de rassurer les conservateurs en disant surtout vous inquiétez pas, on essaiera d'éviter que les lycées soient submergés par 1 million d'élèves. Non, les lycées resteront des établissements où ne viendra qu'une petite élite, comme ça a toujours été le cas. Bon, dans les faits, les lycées ont effectivement été submergés par 1 million d'élèves, mais enfin, est-ce qu'on l'a vraiment voulu? Même on a fait les choses, on a fait tout ce qu'il fallait pour, mais on l'a pas dit. Et c'est ça, je crois, qui montre qu'il y a un défaut de politique, c'est que cette politique n'est que partiellement assumée. Cette politique de massification n'est que partiellement assumée. D'ailleurs, la réforme Fouchet de 1963, qui en fait était faite par son adjoint Jean Capel, mais le ministre qui en a porté la responsabilité, c'était Christian Fouchet. La réforme Capel-Fouchet en 1963 qui crée les CES, donc les collèges d'enseignement secondaire qui regroupent toutes les voies de formation du collège dans un même établissement. Cette réforme, elle a été préparée à l'Élysée dans des conseils restreints. Un conseil restreint, vous savez, toutes les semaines, le président de la République réunit le Conseil des ministres, il réunit tous les ministres, mais il peut aussi réunir des conseils restreints. Il fait venir 2, 3, 4, 8 ministres, et puis il discute avec les ministres d'un problème et il prend des décisions comme ça. Bon, c'est pas le meilleur moyen de donner une visibilité à un projet, de le décider en conseil restreint. Un projet auquel on veut donner une grande visibilité, on le discute en conseil des ministres, on le présente à l'Assemblée solennellement. Alors l'Assemblée a débattu, mais elle n'a pas voté, ça n'a pas été une loi. Encore une fois, le fait de ne pas vouloir faire de loi montre que on a peur du débat politique, parce que la loi, c'est le texte par excellence sur lequel peut se mener un débat politique. C'est le texte qui est débattu au Parlement et sur lequel chaque parti doit se positionner. Donc, cette politique d'orientation et de massification, elle est lancée déjà d'une façon qui peut sembler peu assumée, peu affichée, et d'une façon qui n'est pas de nature à susciter un véritable débat politique dans la société. Alors il y a quand même un objectif qui n'est au fond pas très politique, ou du moins un choix politique qui est fait sans qu'il soit réellement débattu. C'est le fait de construire l'orientation comme une réponse à la planification économique. Dans les années 60, l'idée de l'orientation, en fait, c'est une adaptation à la planification économique. Alors, il faut qu'on explique un petit peu ça. Déjà, en revenant avant la période de massification, quand on ne parlait pas d'orientation. C'est-à-dire avant l'unification du système, quand il y avait primaire et secondaire, quand c'était deux systèmes parallèles, le primaire et le secondaire. En fait, à ce moment-là, avant l'unification du système scolaire, il y avait une orientation. Mais cette orientation, elle se faisait a priori. On était dans une logique d'orientation a priori, c'est-à-dire que c'est avant l'entrée en sixième, voire même avant l'entrée en CP, ou peut-être même avant l'entrée en maternelle, puisqu'il y avait des maternelles dans les lycées, ce qu'on appelait les classes enfantines. Donc c'était très tôt que se faisait l'orientation. On mettait l'élève dans un établissement qui était le primaire ou qui était le secondaire, et normalement il n'en sortait pas. Alors exceptionnellement, les meilleurs élèves de CM2, quand ils avaient un maître un peu dynamique, ils pouvaient être parfois orientés vers la sixième du lycée de la ville voisine, s'ils obtenaient une bourse au concours des bourses. Bon, mais ça restait des exceptions, comme disait Ferdinand Buisson, des exceptions consolantes, et c'était pas l'idée centrale
de ce système. Donc, on était dans une logique d'orientation a priori. Avec la massification, tout le monde va dans les mêmes écoles, et l'orientation, désormais, elle se fait de façon progressive. Et elle se fait selon une logique de spécialisation progressive. Spécialisation, c'est-à-dire qu'on va se spécialiser dans un domaine de connaissances. Alors, il y aura des littéraires, des scientifiques, c'est la division classique que l'on fait, des techniciens, des gestionnaires, voilà, on se spécialise progressivement. Bon, ça paraît tout à fait logique, et c'est parfaitement rentré dans les mœurs. En France, on est toujours autour de cette idée, qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard ? Bien, pour faire ce métier, il faut que tu suives telle orientation, et donc à partir de là, alors il y a une époque, c'est à partir de la 5e, enfin de la 4e qu'on s'orientait, ensuite à partir de la seconde, et progressivement on se spécialise. C'est une logique de spécialisation progressive. Donc, avec l'unification du système, on est passé d'une logique d'orientation a priori, ce qui existait avant, à une logique de spécialisation progressive. Moi, j'aimerais qu'on prenne bien conscience que ce n'est pas une obligation. La logique de spécialisation progressive n'est pas nécessaire, c'est une contingence. C'est lié à des circonstances historiques que j'aimerais mettre en évidence. D'ailleurs, il y a certains pays qui ont parfaitement unifié leur système scolaire et qui n'inscrivent pas leurs élèves dans une logique de spécialisation progressive, ou du moins qui mettent à cette spécialisation, qui attribuent à cette spécialisation une priorité tout à fait secondaire. C'est le cas du Royaume-Uni, par exemple, où au Royaume-Uni, le rapport entre les études que l'on fait et le métier dans lequel on travaille ensuite, on développe sa carrière, ce rapport est beaucoup plus souple et beaucoup plus lâche qu'en France. Les études ne sont pas considérées comme une formation professionnelle, mais beaucoup plus comme l'acquisition de compétences transversales qui peuvent servir en fait à tous les métiers. Et donc en Angleterre, on est beaucoup plus ouvert là-dessus parce que la spécialisation progressive n'est pas du tout dans les habitudes et dans les mentalités quand on considère l'école. Bon, donc je ne vais pas étudier le système anglais, mais je voudrais mettre en évidence qu'en France, cette logique de spécialisation progressive, au fond, elle s'est imposée, on ne va pas dire accidentellement. Il y a eu des choix qui ont été faits. Mais en fait, on s'est assez peu demandé si on pouvait faire autrement. Et moi, je crois qu'à partir du moment où on ne se demande pas si on peut faire autrement, à partir du moment où on ne considère pas des solutions alternatives, c'est le signe qu'on n'est pas rentré dans un véritable débat politique. Alors, pourquoi j'explique que ça s'est imposé sans réel débat, cette spécialisation progressive. Parce que l'idée, ça a été de faire correspondre les voies de formation aux besoins de l'économie. L'économie a besoin d'ingénieurs, il faut développer les études scientifiques. L'économie a besoin de juristes, on va développer les études de droit. L'économie a besoin de littéraires et de penseurs, de futurs professeurs, on va développer les études littéraires. Et puis l'économie a aussi besoin, elle a besoin de cadres pour l'industrie et le commerce. Il faut des cadres pour l'industrie et le commerce. On voyait déjà dans les années 60 que l'économie allait se tertiariser, que le domaine du tertiaire devenait très important et qu'on manquait de cadres, de gestionnaires, de commerciaux, et par conséquent qu'il fallait organiser une voie de formation de ces cadres des métiers tertiaires. Et bien précisément, on s'est dit, bon, pour les littéraires, on a déjà ce qu'on appelait le bac philo, on va l'appeler le bac A. C'est devenu ensuite le bac L dans les années 90. Pour les scientifiques, on a déjà le bac Math-LM, mathématiques élémentaires. Bon, on va appeler ça le bac C. Alors, on va développer la biologie aussi, il y aura un bac D. Bon, c'est devenu le bac S, avec ses différentes spécialités. Et puis on va créer, entre les deux, on va créer un nouveau bac. Et c'est comme ça qu'en 65, on crée le bac B, qui est devenu le bac ES, qui était assez mal vu au départ. C'était
considéré comme un faux bac, parce que le vrai bac c'était soit les scientifiques, soit les littéraires, et peut-être même les littéraires plus que les scientifiques quand même, ceux qui avaient fait du latin, c'est un peu plus sérieux. Mais dans les années 60, on crée le bac B, qui deviendra le bac ES, et l'idée c'est de se dire l'économie a besoin de cadres commerciaux, donc on va créer un bac dans lequel l'enseignement des sciences économiques et sociales aura une vraie place. En fait, ce qui est intéressant à réaliser, c'est que dans une époque où on considérait qu'il fallait planifier le développement économique, c'est à ce moment-là qu'on crée le commissariat au plan, c'est à ce moment-là qu'on a une certaine admiration pour l'Union soviétique, qui elle, alors planifie complètement l'économie, on est dans une économie planifiée dans les pays communistes, mais il y a une certaine admiration pour ce modèle, même si on n'est pas forcément communiste, De Gaulle n'était pas du tout communiste, mais tout le monde pouvait considérer que c'était un exemple de réussite, on ne voyait pas tout, on ne connaissait pas tout sur ce qui se passait en URSS, et la planification économique, quelque part, c'était une victoire culturelle du Parti communiste, qui était un parti puissant en France, que d'avoir fait admettre, notamment depuis la guerre, particulièrement à travers le programme du Conseil national de la résistance, où le Parti communiste avait joué un rôle moteur, d'avoir réussi à faire admettre qu'il fallait organiser le développement économique et le planifier, alors avec une planification incitative, pas une planification directive comme en URSS, mais qu'il fallait organiser le développement économique. Et donc, il fallait organiser les voies de formation en fonction de ce qu'on pensait être les besoins de l'économie. Donc, ça veut dire que notre système de série du bac, qui est le système que vous avez tous connu, le système de série du bac, il a été conçu pour correspondre aux besoins de l'économie. Si on y réfléchit aujourd'hui, les besoins de l'économie ne se définissent plus du tout de la même façon. Et on peut se demander si la logique des séries du bac, qui a été conçue en fonction des besoins du plan, sachant que le plan n'existe plus, si ces séries du bac, au fond, 50 ans après, ça a encore du sens. Eh bien, il n'empêche que pendant 50 ans, c'est comme ça qu'on a organisé l'orientation. Et ça n'a gêné personne. La logique de spécialisation progressive est toujours apparue à tout le monde comme une évidence. Et je crois que cette évidence, en fait, elle est extrêmement contingente, elle est liée à des circonstances, et on pourrait parfaitement la remettre en cause et imaginer un autre système. Mais non, ça s'est imposé de soi-même, ça paraît naturel. Alors, petite parenthèse, c'est remis en cause depuis cette année, puisque le bac 2021, désormais, ne sera plus un bac passé par série, mais passé par spécialité. Alors, vous le savez sans doute, si vous avez des petits frères et des petites sœurs encore au lycée, les élèves qui sont en terminale cette année vont expérimenter le nouveau bac. Ils ont choisi en première 3 spécialités, en terminale ils n'en ont plus que 2, et c'est ça qui sera leur spécialisation. Soit dit en passant, on est toujours dans une logique de spécialisation progressive. Et d'ailleurs, l'orientation dans le supérieur avec Parcoursup se veut adapter justement à ces spécialités. On choisit les spécialités en fonction de l'orientation que l'on vise dans le supérieur. Bon, on est toujours dans cette logique de spécialisation progressive qui, au fond, mériterait d'être réinterrogée à la lumière des transformations économiques et des transformations sociales et des besoins des élèves. Au fond, elle n'a pas forcément une justification pédagogique forte, elle a une justification économique à une époque. Aujourd'hui, on a une autre époque, d'autres besoins économiques, et on ne réinterroge pas réellement ce système. Eh bien, on peut ici se poser des questions sur la dimension politique et la nécessité de réinterroger cela pour faire de véritables choix politiques. Autre exemple qui montre que on n'a pas toujours été très clair dans cette politique d'orientation, eh bien, je reviens là sur le problème de la confusion entre orientation et sélection. Au fond, quand on regarde un peu les débats qu'il y a dans les années 60 et 70, on parle effectivement beaucoup d'orientation, mais on parle aussi beaucoup de sélection, et souvent on se rend compte que les mots sont confondus par la plupart des acteurs. En fait, beaucoup des décideurs présentent souvent l'orientation
comme un moyen de séparer les bons élèves et les autres. Et c'est ce que constate le sociologue Raymond Aron dans la chronique qui tient dans le Figaro en 64. Et il explique, à la fin de la classe de 3e, l'orientation à ce niveau demeure un vœu pieux ou un thème de discours si des établissements ne sont pas créés en vue d'un enseignement d'autre nature, plus technique et plus pratique. Il ne suffirait même pas de créer ces établissements, il faudrait encore convaincre les familles que l'enseignement appelé jadis secondaire, il a bien compris que ça a changé, n'est ni le seul valable, ni le seul qui permette la promotion sociale.